En fait, vous ne savez pas ce que vous avez. On trouve les pièces, mais on ne sait pas du tout. On sait que c'est de l'or. Bon, après, quand vous voyez les valises, là, c'est autre chose. Et après, c'est les emmerdes qui sont arrivées. Imaginez que la réalité puisse aller au-delà de votre rêve le plus fou. Imaginez-vous dans une crique sauvage, les pieds dans l'eau sur les rochers. Imaginez alors des pièces posées à même le sol à 20 cm de fond. Vous vous baissez pour les ramasser, elles sont en or. Le dimanche 10 novembre 1985, Marc Cottoni a réalisé ce rêve. Remontant en surface pour nettoyer son masque, il est devenu en quelques secondes l'inventeur du trésor le moins profond du monde et le plus important de Méditerranée. Le lendemain, fier de sa découverte, il a décidé d'en parler à Ange Biancamari, son ami d'enfance. Ange, après une nuit de fête, s'était couché très tard, ou très tôt, c'est selon. Marc a sonné chez lui, il était 7 h du matin. Et 7 h du matin, c'était un peu tôt, donc je lui avais dit de revenir à 10 h du matin. Il est revenu à 10 h en me montrant une pièce qu'il avait trouvée à Lave. Et on ne connaissait pas la valeur, on ne savait même pas ce que c'était, on ne savait pas si c'était romain, portugais ou je ne sais pas trop quoi, là, on ne savait pas du tout. Marc et Ange sont retournés sur le site. En fouillant autour des rochers où Marc avait trouvé les premières pièces, ils en ont trouvé d'autres. Les pièces, elles étaient dans des trous de sable. On vidait le sable avec des palmes, je me rappelle qu'on bougeait les palmes, c'était rustique. L'euphorie les emportait. Ils marchaient sur les eaux. Face à cette éventuelle fortune, ils ont décidé d'en savoir plus. Donc on a pris la décision, on est allé se renseigner. Et on est tombé sur c'était un bouquin sur les pièces romaines de l'époque. Ça datait de je ne sais plus combien, mais enfin bref. Par hasard, je suis tombé sur une des pièces, sur ce fameux Aurélien. Et là, il y avait la photo de la pièce avec l'historique, plus le tarif, enfin le prix de ce que ça valait. C'est l'estimation, ça s'appelait. À l'époque, elle était entre 30 et 35 000 francs. Suite à ça, on a cherché d'autres. Et puis, à un moment donné, quand j'ai tourné une page, Marc était à côté de moi, et on a trouvé un Claude II. Claude II, c'est, pour une idée, c'est l'Aurélien faisait 4 grammes 10 et le Claude II faisait 39 grammes. C'était le hasard peut-être, mais je suis tombé quoi, au bout de 5 minutes. Hein. Parce que, si tu veux, ce sont des pièces qui elles se ressemblent toutes. Pour quelqu'un qui est novice, qui ne connaît pas, elles se ressemblent toutes. Donc on a regardé, on a comparé la pièce que j'avais dans les mains, et je me suis aperçu que c'était la même pièce. Donc je ne sais pas, tout être humain normal s'est dit, bon, ben, tu as trouvé, ben, on a discuté, ben, on a décidé, ben, on est parti. Hein, on s'est dit, s'il y avait ça, il y en a d'autres. Alors, ils se sont équipés. Blocs, détendeurs, équipements de pro. Il fallait voir en dessous. Plus bas, plus profond. Entre 4 et 6 mètres de fond, ils ont encore trouvé des pièces. Je me rappelle qu'on était tombé dans un trou avec du sable. Il y avait dans le trou 120 ou 130 pièces. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est des pièces qui sont quasiment neuves. Quasiment comme si vous avez des euros qu'on vient de frapper. Quoi. Sauf qu'elles avaient 1700 ans. L'hiver arrivait, les tempêtes aussi. Dès que la mer le leur permettait, ils plongeaient.
c'était en novembre, je crois que c'était la fin du mois de novembre, où il faisait très froid. Il y avait une tempête, la mer était agitée, mais on a décidé quand même d'aller plonger. Et je me rappelle que ce jour-là, on était tombé dans... Il y avait quoi? Il y avait à peu près, sans compter les vagues, parce que il y avait quoi? 50 cm d'eau, et on a trouvé à peu près quelques 200-250 pièces. Une journée magique. Mais on n'avait pas encore... Si, oui, on avait quand même les tarifs, parce qu'on savait ce que ça valait. Donc, ouais, ça vous change la vie. Hein. C'est comme si on trouve... Ben là, on était là, on regardait la télé, puis on voyait les boules de loto qui sortaient, et vous avez les 6 numéros. C'était la même chose. Il plongeait toujours autour d'un gros rocher, totem de ce petit jardin d'Éden d'une centaine de mètres carrés. Des failles qui remontent ici, mais ça va tout le long et ça remonte ici. Voilà ce qu'on a fait, on en a retrouvé ici. Et quelques-unes de ces rochers-là. Et après, il y en avait ici. Donc on le voit, si tu veux, ça descend. Et la plus grosse partie qu'on a trouvée, c'est en descente, par là. Voilà, c'est dans cette faille-là. Voilà. Après, ben, évidemment, il y en avait quelques-unes ici éparpillées un peu partout. Mais on voit que le concentré, il était là. On suivait un chemin en fait un tracé, c'est comme le petit poussé qui se met les pièces. Et on s'est aperçu qu'en fait, plus on descendait, moins on en avait. Et plus on montait, plus on en trouvait. Débarrassés de leurs blocs, de leurs combis, libres comme l'air, ils ont continué à chercher sous les roches de la plage. Les roches, enfin, les éboulis. Ils ont persévéré avec des moyens quelque peu rudimentaires. Oui, c'est une tige filetée qui descend dans le béton, dans le granit. On a fait un trou, on a mis dedans. Et quand tu serres, ça s'écarte, donc ça coince la tige. Et ça, on avait percé. Là, il y a à peu près 20 cm. On mettait un câble là-bas, avec un tire-fort, et on enlevait les rochers sur la terre. Ce qui nous permettait de trouver des pièces sur la terre. Il y avait des rochers qu'on faisait descendre, des rochers qu'on faisait monter, et en fait on a eu mis deux qui nous permettaient de déplacer les rochers plus facilement. Il y avait des pièces sous les roches, des pièces qu'ils n'avaient encore jamais vues. Des pièces à l'effigie de Publius Licinius Egnatius Gallienus, mieux connu sous le nom de Galien, un empereur romain de la période des 30 tyrans, né en 218. Un empereur qui aimait la fête, comme Marc et Ange. Clin d'œil complice à travers l'éternité. On va chercher. On va peut-être se remettre à la petite bouteille là. Il y avait un lot qui a été vendu 320 pièces. Ça s'est passé en 24 heures. Je veux dire, ça s'est vite passé. Les gens sont venus ici, ils ont expertisé les pièces. Ils nous ont fait une offre parce que bon, j'étais pas tout seul. Ils nous ont fait une offre. On est tombé d'accord. Ils nous ont payé. C'était terminé. Ça se passait simplement par un coup de fil. Je suis monsieur Untel. Est-ce que je peux venir vous voir? Je suis intéressé. Bon, venez, hein, le mec. Et j'ai vu des gens arriver avec des sommes, grosses sommes d'argent. Tu sais, la sangle du sac Chanel, C'est une bonne qualité. un peu comme ça. Enchaîne-le. Voilà.
Pour nous, c'était la caravane d'Ali Baba. C'est-à-dire qu'on remontait, on se servait, après on revendait. Pour nous, c'était sans fin. On avait besoin d'argent, on montait, on plongeait, on récupérait, on vendait. C'était tout simple. C'était comme une porte pour la soif, en fait. Voilà. Je me suis habillé, je regardais rien. J'avais besoin d'un blouson à 20 000 balles parce que c'était à l'époque c'était en francs. À 2500 ou à 5000 euros, bah, j'achetais. Je m'en foutais. Hein. Je veux dire, je sortais, je m'amusais, j'avais que ça. J'avais 28 ans. À l'époque, c'était la mode des chaussures en croco, en lézard, machin. Bon, j'en avais toutes les couleurs. Évidemment, je ne voulais pas me priver, c'est sûr. Nous sommes au mois de mai. Mais ce beau mois, annonciateur de l'été 1986, n'est pas aussi bleu que nos deux inventeurs auraient pu le penser. Comme on plongeait souvent là-bas, il y avait des gens, des plongeurs, d'autres plongeurs qui venaient plonger à lave, qui faisaient de la chasse sous-marine, qui nous ont repérés et qui un soir ont été plongés à l'endroit où ils se demandaient ce qu'on faisait, ce qui était normal, quand on plongeait souvent là-bas. Et on pensait être discret, mais apparemment on n'était pas. Et le soir, ils ont trouvé une pièce ou deux pièces, je ne me rappelle plus exactement, parce que je les suis après, vu que c'était des amis à nous. Et de là, après, s'est greffé un tas de choses. C'est le rêve de tout le monde. C'était une histoire fabuleuse qui après s'est transformée en cauchemar. Avec les chasseurs sous-marins, sont arrivées bien d'autres personnes, qui toutes se sont ruées vers l'or découvert par nos deux inventeurs. Et s'est trouvé qu'il y avait un rocher qui nous gênait, un énorme rocher qui nous gênait. Ce qu'on a fait, on l'a tiré avec des tirs forts. À l'époque, on avait des tirs forts d'à peu près 15 tonnes, donc on l'a tiré avec des tirs forts. On a déplacé le rocher, on l'a creusé et le plat était dessous. Un plat de sacrifice qui, à l'époque, comportait en son centre la tête de l'empereur Galien. Dernier clin d'œil, peut-être? J'ai trouvé un col d'amphore. Et en fait, on a comparé le plat avec l'amphore et il rentrait juste dans l'amphore. En le serrant à peine, il rentrait juste dans le plat de l'amphore. Ce qui me fait dire que peut-être il était dans l'amphore. Il m'est arrivé de trouver un morceau d'amphore. C'était un morceau, et l'intérieur de l'amphore, en fait, il y avait de l'or sur le morceau. Le morceau était doré. Il y avait de l'or dessus. Donc, ce qui me faisait penser que peut-être les amphores étaient pleins d'or. Le plan, on l'a trouvé en août 86, le 15 août exactement. Le 15 août 86. Et après, à partir de ce jour, les plongées étaient moins fréquentes. On plongeait une fois par mois, jusqu'à ce que l'affaire éclate en novembre, quoi. Après, là, on a complètement arrêté. Le marchand était énorme. J'avais une voiture, j'avais une Rolex, donc ça crée des jalousies, ça crée un tas de choses, qu'il y avait des bruits qui couraient. Alors on a tout fait. On a fait la drogue, on faisait des braquages, on était proxénètes, on était ci, on était là. C'était les bruits qui couraient à Ajaccio. En 1986, lorsque l'affaire a démarré, qu'il y a eu des enquêtes de la gendarmerie, qu'un juge a été chargé du dossier, que des pièces ont été saisies, que des gens ont été interpellés et entendus. Donc dans ce contexte-là, moi personnellement, j'ai été amené sur le site pour y plonger, de même que mon patron de l'époque, Patrice Paumet. Donc on y a été, moi j'ai été à 2 ou 3 ou 4 reprises plonger sur la zone. Donc voilà, ça c'était le premier niveau d'intervention. Déjà à l'époque, manifestement, on était intervenus les derniers, parce qu'au fond, pourquoi l'histoire est connue? Parce qu'ils en avaient, à un moment, ils en ont tellement trouvé, ils ont perdu la tête, semble-t-il. Dieu merci pour nous, mais ils dépensaient en jetant l'argent par les fenêtres. Mais je crois qu'ils ne s'en cachent même pas. Hein. Dans toutes les interviews, je les entends dire qu'ils menaient la grande vie, les bagnoles et les femmes.
les salles de jeu, bref. Donc c'est comme ça que nous intervenons. Donc on intervient trop tard. Mais en tout cas, à l'époque déjà, on n'en trouvait plus. Hein. On a quand même fait un certain nombre d'interventions sur le site. Jungle Queen, flipper mythique des 80s, semble bien représenter la jungle dans laquelle Ange et Marc ont été blackboulés et dans laquelle ils ont tout perdu. Je sais qu'il y a eu plusieurs tentatives pour que l'affaire éclate. Et on y est arrivé. Je ne sais pas par quelle complicité, je ne sais pas par quoi, mais bon. L'affaire de Lave a été livrée en pâture aux journaux, aux gendarmes. En fait, moi, je m'étais renseigné, je pensais que je risquais rien, que je faisais les choses normalement. Et après, ça s'est avéré que c'était le casse du siècle. Donc, bon, après, à un moment donné, tu arrives, tu ne comprends plus rien, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai entendu dire que les pièces se vendaient dans les bars, ce qui était faux. Les pièces qui étaient vendues dans les bars, c'était des fausses pièces. Moi, je défie quiconque à Ajaccio de venir me dire tu m'as vendu une pièce. On m'a même mis ça sur le dos. J'avais fait des fausses pièces. Alors j'avais des vraies, il fallait que je fasse des fausses. Il faut être con, hein, pour avoir des vraies, pour vendre des fausses. Bon, enfin, alors j'ai essayé de tout faire pour ne pas avoir d'histoire. Je ne voulais pas m'en créer encore plus, tu vois. Les fausses pièces, c'est pas mon truc. Pour exemple, j'ai un ami qui vient me voir et qui me dit, mais tu sais, je suis monté à Lave. Hein. Ah, je dis, ben, tant mieux pour toi, c'est bien. Il me dit, j'ai trouvé une pièce, même pas toi tu as trouvé ça. Ah bon, je dis, ben, tant mieux pour toi. Je dis, elle était comment la pièce? Il me dit, elle était comme ça. Comme ça, mais je te mens pas, le droit, voilà, comme ça. Je veux dire, comme ça, une pièce comme ça, c'est plus une pièce, hein, c'est une médaille. Hein. Je dis, qu'est-ce que t'en as fait? Ah, il me dit, ah, j'ai vendu, hein. Bon, il savait pas ce que c'était, là. Moi, j'ai trouvé une pièce comme ça. Bon, moi, je peux dire que j'ai trouvé un veau d'or aussi. Il y a eu un jour un reportage de VSD qui avait fait un papier sur le trésor de Lave. Et il avait, à l'époque, je me rappelle qu'on parlait d'une statue, alors je ne me souviens plus très bien qui c'est qui parlait de cette statue, et la statue, soi-disant, il y aurait eu une statue qui faisait 80 kilos. 80 kilos, bon, ça je l'ai lu dans VSD. Hein. La statuette dont m'a parlé un ami m'a parlé d'une statuette féminine qui fait entre 20 et 30 cm, qui doit peser 2 ou 3 kilos, pas plus. Et je pense qu'il digne 2 fois. Maintenant que l'inventeur ne le sache pas, c'est possible, puisque d'autres plongeurs, après, ont essayé d'écumer le site, et peut-être qu'il en trouvait à son insu. On est au gâchis absolu. C'est que autant le plat on l'a quand même récupéré, autant la statue n'est pas récupérable, puisqu'il paraît acquis que cette statue a existé mais qu'elle a été refondue. Donc là c'est une perte définitive. C'est ça qui me fait le plus mal au cœur. Le poids qui est évoqué, alors curieusement personne n'est capable vraiment, mais on tourne plutôt entre 20 et 30 kilos. Alors, 80, 30, 20, 3 ou 2 kilos? Ces diverses estimations nous entraînent inexorablement vers une valse, la valse des hypothèses. Beau titre pour une valse, non? Il y avait une légende qui disait qu'il y avait des pièces d'or, qu'il y avait un trésor enterré entre Villanove et Lave. Bon, effectivement, la légende, apparemment, elle était... Des légendes, il y a là sur le trésor, il y a la légende du veau d'or. Il y aurait un veau d'or qui serait enterré parce que là, on est aussi sur le chemin des chapelles. La légende dit que sans Fidèle, il y aurait un veau d'or enterré. Bon. On a toujours su qu'en fait, on a toujours su qu'il y avait un trésor à Lave. En fait, on pensait plutôt du côté de Villanove, et il s'est trouvé qu'il était du côté de Capolifène. On avait, nous, un point d'interrogation, mais qui est un point d'interrogation historique. Hein. On se demande comment et pourquoi on trouve ce trésor dans cette anse qui est adossée à un massif rocheux totalement inhospitalier. On ne peut pas y vivre, on ne peut pas s'y installer, on ne peut pas y construire une maison. Pour moi, il y avait un habitat là-bas, il y avait quelque chose. On ne trouve pas que de l'or, j'ai trouvé on a trouvé des morceaux de fontaine, en fait, des vasques de fontaine. En pierre, enfin une vasque de fontaine, parce qu'il n'y en avait pas 50, il y avait une vasque de fontaine très très vieille, on voit qu'elle est en granit, mais elle est très très vieille. Il y a même un morceau d'un mur
Qu'est-ce que ça fait là-bas? On ne sait rien, quoi. Je veux dire. Ça, on dirait du béton. Regarde, c'est tout des. Regarde. On dirait comme du béton, en fait. Tu vois ça, par exemple. Mais c'est pas du béton, il n'y a rien, il n'y a pas de construction ici. Pour moi, c'est un morceau de mur. Ce que j'aimerais faire, c'est enlever un morceau et faire analyser ce qu'il y a dedans. Moi, j'étais passé regarder comment c'était, puisqu'en bateau, c'est vraiment pas loin. Et ce qui m'avait été dit, c'est que ça avait dû être mis dans une anfractuosité ou une espèce de petite grotte qui était très près du niveau de la mer, mais que la mer a monté depuis l'époque romaine, en 2000 ans, et que dès lors, c'était dans l'eau, et qu'en définitive, à l'occasion d'une tempête, ça avait pu bouger et réapparaître. Alors certaines pièces étaient apparues il y a de ça une cinquantaine d'années, les premières qu'on a découvertes, et puis ensuite, il y a eu tout ça qui a été découvert. Alors là, ça peut être effectivement quelque chose qui au départ a été caché par un Romain qui s'enfuyait et qui a voulu cacher son trésor. Vraisemblablement, il était sur un bateau. Quand on avait ce type de trésor, on l'enfermait souvent dans une malle en bois ou en liège, de telle façon que si le bateau coule, bon, le coffre puisse flotter, être récupéré ou par le propriétaire, ou par l'équipage, ou par d'autres personnes. Et sans doute le bateau a dû couler au large, puisqu'à Lave, on n'a trouvé aucune épave. Malgré les recherches poussées avec l'André Barrault, qui est quand même un bateau ultra performant, avec du personnel compétent, donc on n'a rien trouvé, donc il n'y a pas d'épave sur place. Sans doute le coffre a dû dériver, et puis arriver sur le rivage, où il est enterré, ou sur la plage, ou immergé à quelques mètres de profondeur, ça j'en sais rien. Alors là, ça c'est une théorie que je n'ai jamais entendue, auquel vraiment je ne crois pas du tout. L'histoire de la caisse qui va au fil de l'eau en cas de tempête, en portant le trésor avec le poids de l'or à bord, enfin, et la caisse qui part à la nage. Non, vraiment, je ne crois pas du tout. Il faut voir ce que c'est qu'un naufrage par gros temps. En général, on trouve l'épave au fond, les disloqués, mais... Je ne vois pas comment les pièces, déjà pour arriver à 50 mètres de profondeur et d'arriver à l'endroit où on les a trouvées, je veux dire, il y a une distance à peu près 1 kilomètre. Je ne vois pas comment les pièces, à moins qu'elles aient des petits pieds, qu'elles aillent au bord de mer, elles se sont dit tiens, on va sortir se faire bronzer, mais je ne vois pas comment... Non, ça n'a rien à voir. Comment et pourquoi, un jour, au IIIe siècle après Jésus-Christ, quelqu'un est venu enterré peut-être à l'époque, parce qu'on est peut-être au bord de l'eau à l'époque et sous l'eau aujourd'hui, mais ça c'est logique dans l'évolution du trait de côte, mais pourquoi ça se trouve là? Et du coup, quelle est la cohérence? Parce qu'on se doute bien, soit il y a quelqu'un qui a joué au petit poucet en semant des pièces d'or dans la baie, ce qui est quand même difficilement crédible, soit plus vraisemblablement on se dit il y a eu à un moment donné, au IIIe siècle, quelqu'un, pour différentes raisons, soit parce qu'il tente d'échapper à un naufrage, soit parce qu'il s'évade de quelque part avec un bateau, est venu et a probablement entreposé son trésor quelque part avec l'idée de revenir l'y chercher. Mais ça, c'est l'histoire de tous les trésors enterrés ou enfouis. C'est que quelqu'un, à un moment, se dit « je vais protéger mon bien, je l'enfouis ici, je vais voir comment ça tourne et je reviens ». En fin de siècle, en 1800 et quelques, fin de 1800, là, c'était des ouvriers italiens qui travaillaient chez le duc Pozzo di Borgo et qui faisaient les vignes, ou je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient en fait. Quoi qu'il en soit, ils ont trouvé des pièces d'or. Ils ont trouvé une jarre pleine d'or. Et ça, ils ont disparu dans la nuit. Mais ils ont compris qu'ils avaient trouvé de l'or parce qu'ils en avaient semé quelques-unes. Ça s'est passé de nuit, donc ils ont trouvé la jarre cassée avec quelques pièces à côté. Ils en ont conclu qu'ils avaient trouvé des pièces d'or. Enfin, vu la taille de la jarre, il paraît que c'était une jarre assez importante, assez grosse. Donc, elle contenait pas mal de pièces. Alors, soit peut-être ils les ont enterrés là-bas, soit... de toute façon, c'est une question qui restera sans réponse pendant très longtemps, je pense. Et si tous avaient pu remonter le temps, quelle belle valse ils auraient dansé.
Et j'en suis arrivé à me poser des questions, à me dire, bon, c'est légal, c'est pas légal, est-ce que je ne toucherai pas plus si je déclare? En fait, personne ne m'a dit jamais de déclarer quoi que ce soit, jamais que c'était interdit de vendre. Et par la suite, les gens qui sont venus acheter ou les gens avec qui j'ai traité, personne ne m'a jamais rien dit. Au contraire, c'était légal, c'était aux yeux de tout le monde. Ils ont trouvé effectivement des numismates qu'ils ne les ont, en tout cas qu'ils n'auront pas conseillé de déclarer, mais ça prouve pas l'honnêteté de celui qui trouve, ça prouve simplement que la malhonnêteté est quelque chose qui peut être très répandu. Là, on rentre dans un système, on rentre dans un milieu qui est très fermé. Je parle des numismates, je parle des acheteurs, je parle des magouilleurs, je parle de tout, parce que bon, il faut tout mettre dans le lot. C'est-à-dire qu'ils parlent entre eux, ils se parlent entre eux. C'est mon frère qui avait pris la décision à l'époque, qui était monté voir Vinchamp à Paris, et qui s'était laissé embobiner par ce numismate, et qui avait organisé la vente pour, je crois, c'était novembre 86, l'année d'après, je crois, où on devait organiser une vente qui, soi-disant, devait nous rapporter une somme astronomique. Et en fait de compte, je me suis aperçu qu'en guise de somme astronomique, l'expertise des pièces, il avait évalué les pièces, je crois qu'il y avait 18 pièces en or, dont des galliens et des quintiles, à 180 000 francs anciens, je crois, un truc comme ça. Et suite à un coup de téléphone que je lui avais donné, il était parti de 180 000 francs, il était monté à 800 000 francs pour une seule pièce. Donc je me suis dit là, il y a un problème. Pour moi, ce que j'avais compris à l'époque, c'est qu'ils voulaient faire une vente privée, récupérer les pièces, les acheter et les revendre entre eux. J'ai vu que le mec n'était pas très fiable, pas très net. On a décidé d'arrêter la vente. Et du jour où on a décidé d'arrêter la vente, quelques temps après, il y a le fameux article de la Corse, le journal La Corse, où il était question d'un pillage d'épaves du côté de l'Ave. Je me souviens que mon père un jour est arrivé un matin chez moi et qu'il m'a dit regarde, tiens, il m'a montré le journal. Et là, là j'ai compris que c'était les ennuis qui commençaient, quoi. Avant 1989, on appliquait des textes et des principes qui ont été fondés directement par l'ordonnance de la marine de Colbert, donc au XVIIe siècle, et qui est moi-même, au début de ma carrière, c'est quelque chose qu'on a fait régulièrement, ça donnait droit aux inventeurs, précisément, qui déclaraient légalement leur découverte, on leur reconnaissait, non pas la propriété, puisque depuis Colbert, on sait, et depuis d'ailleurs le droit romain, on sait que la propriété est celle de l'État ou du légitime propriétaire, s'il est susceptible d'être retrouvé, mais on leur reconnaissait une récompense. Et cette récompense, avant 89, c'était quasiment un tiers de la valeur de ce qu'on trouve. Donc si les Biancamari, pour citer ceux-là, mais ils ne sont pas les seuls à avoir été travaillés, pillés donc le trésor de Lava, s'ils l'avaient déclaré très légalement quand ils l'ont trouvé, il se serait, au regard de ce que l'on sait aujourd'hui de la valeur du trésor de Lava, il serait devenu extrêmement riche de manière tout à fait légale. Mais à travers cette tempête judiciaire, cela ne semble pas avoir été le cas. Donc l'État a saisi les pièces, il y en avait 73. Donc à l'issue d'une procédure assez longue, 40 pièces sont restées au cabinet des médailles à Paris et 33 ont rejoint d'abord Ajaccio et ensuite le musée de Sartène. J'ai été jugé sur une loi. On a été obligé de faire une loi en 92, puisque les faits ont eu lieu en 86. On a été obligé d'améliorer la loi en 92, la loi de 61 ou je ne sais plus trop quoi, de l'améliorer pour pouvoir me juger. Suite à ça, il y a eu des mises en examen dont je faisais partie. Je crois qu'on était une dizaine. Et ils nous ont confisqué les pièces. Les pièces ont été confisquées à Monaco, les 18, plus certaines qui étaient à Paris, chez l'expert. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu peux trouver sur le domaine maritime, c'est-à-dire jusqu'aux plus fortes tempêtes en Méditerranée et jusqu'aux plus hautes marées en Atlantique, ça appartient à l'État. Tout ce que tu sors de la mer appartient à l'État.
Ça n'appartient pas à l'inventeur. Le problème juridique qui était au cœur du trésor de lave était la question de savoir si le trésor était ou non sur Terre ou si c'était un trésor marin. Si c'était un trésor qui avait été retrouvé sur Terre, comme cela avait été prétendu, dans ce cas, il relevait de la législation des trésors terrestres. Et donc l'inventeur du trésor, celui qui l'a découvert, pouvait en conserver la moitié et celui sur le terrain duquel avait été découvert le trésor, l'autre moitié. Mais ça n'est pas ce qui a été retenu, puisque l'État a poursuivi les personnes qui avaient trouvé ces pièces en considérant qu'il s'agissait en réalité d'un recel d'épave. Et toute la difficulté était qu'il n'y avait aucune épave. Certes, les pièces avaient pu être trouvées prétendument dans l'eau, mais en tout état de cause, aucun bateau n'a été trouvé près de ces pièces. Donc, en pratique, pour condamner ces personnes, eh bien, on n'a pas pu retenir cette qualification de recel d'épave et on a abouti à une qualification très minime de destruction de sites archéologiques, alors même, encore une fois, qu'à part ces pièces, il n'y a aucune trace d'un quelconque site archéologique. C'est très difficile. Je vois qu'il y a des batailles juridiques pour savoir à 2-3 mètres près où est le littoral qui appartient à l'État, où est la partie de terre ferme qui appartient au privé. Ça, je laisse les éminents juristes s'étriper là-dessus. Aujourd'hui, je pense que, vu comme je les ai trouvés, la façon dont je les ai trouvés, la façon dont ils étaient disposés, je pense que ça sort plutôt du côté terre. Je pense qu'à fur et à mesure, ça va les enlever. Donc on voit bien ici à quel point, sur une découverte aussi importante que celle du trésor de lave, le droit vient jouer les troubles faits, et à quel point la question de savoir si le trésor a été trouvé sur la terre ferme ou à quelques centimètres, à quelques mètres dans l'eau, eh bien d'un seul coup, le régime juridique est totalement différent. Et nous y voilà, ville en plage, le paradis des fruits de mer. Et peut-être après, à droite, à la Jola. Et de toute façon, on ne doit pas en être bien loin. Alors, si l'on fait à moi, il comprend à moi, tout à moi. L'inventeur, c'est le canard. Celui qui voit l'amphore ou la caisse dans laquelle il y a un trésor en numéraire, par exemple, c'est lui l'inventeur. C'est celui qui trouve qui est l'inventeur. Les autres, même s'ils ont participé aux fouilles, ne sont pas le premier. C'est le premier qui trouve qui devient le propriétaire de l'invention. Quoi de neuf, docteur? Ça m'a créé beaucoup d'ennuis. Je veux dire, après, tu es discrédité, c'est un tas de choses. Après, tout ce que j'ai entendu dessus et tout ce que les gens ont dit, tout ce qui s'est passé autour, c'est pas bon. Ça n'a jamais été bon pour moi, tout ça. Tu imagines aujourd'hui quelqu'un qui trouve une pièce par terre et puis à qui on dit « Attention, il ne faut pas y toucher, prenez des photos, touchez pas, creusez pas ». Il est évident que, voyant une pièce d'or comme ça, on va gratter autour pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Alors que la législation t'imposerait tout de suite de dire « Je prends des photos, je ne bouge pas, je touche à rien, je ne touche même pas aux tessons de l'amphore qui peuvent être à côté, je vais chercher les autorités pour qu'elles viennent, etc. » C'est extrêmement difficile d'avoir ce comportement. C'est sûr que... Mais pourtant, c'est comme ça que le législateur attend qu'on agisse. En fonction des lois de 1960 relativement floues, qui permettaient aux découvreurs de remonter leurs trouvailles et d'en garder une partie, les virages à 180 degrés des législateurs, surtout depuis 2004, semblent avoir fait fuir les inventeurs, comme les grosses fortunes, vers de meilleures frontières. C'est toute la limite de la législation française en matière de découverte de trésors. Notre législation est très ancienne, elle n'a pas été véritablement actualisée et elle est extrêmement protectrice des intérêts de l'État et très peu incitatrice pour les personnes qui cherchent des trésors. Au contraire, le principe de la législation ne donne un droit quelconque qu'à celui qui découvre fortuitement un trésor. Qu'il y a eu une découverte voulue, dès qu'il y a eu une recherche, dès qu'il y a eu l'utilisation de moyens pour pouvoir découvrir un trésor, eh bien, à partir de ce moment-là, l'État considère qu'il n'y a pas eu véritablement de découverte et donc l'inventeur, celui qui a réussi à trouver le trésor, eh bien, ne va avoir droit à rien. Si l'inventeur sait qu'il n'aura rien,
souvent il ne déclare pas l'épave. Et éventuellement il la pille ou il la laisse piller. On se retrouve avec cette situation qui est très paradoxale, qu'une personne qui va découvrir un trésor va s'interroger en pratique de savoir s'il doit ou non le déclarer. Car il sait que s'il le déclare, eh bien, si c'est un trésor maritime, de toute façon, il n'aura pas la possibilité d'en conserver une quelconque partie. Et à partir de ce moment-là, eh ben, il va être incité à se dire ben non, dans ce cas-là, je ne vais pas le déclarer, je vais quand même potentiellement le prendre, se mettre hors la loi. En France, tu trouves un trésor, on te met en garde à vue et tu as des emmerdements ensuite. Alors je défie, je ne connais pas beaucoup de fous qui vont aller faire une déclaration en disant voilà, j'ai trouvé ce trésor, mettez-moi en garde à vue et inculpez-moi. J'en connais pas. Des fous? Pas tant que ça. Du moins de l'avis des institutions. Ce qui est certain, c'est qu'on enregistre à longueur d'année des déclarations d'épave, que la plupart des gens, d'ailleurs, ne manifestent même pas d'intérêt particulier pour bénéficier d'un droit quelconque. Très souvent, c'est étonnant. C'est curieux parce qu'à la fois, il y a une espèce de fantasme du trésor sous-marin, ça c'est très diffusé dans le public. Si on fait un film sur une histoire de trésor sous-marin, ça marche sublimement en télévision. Et donc on se dit que tout un chacun doit aspirer à trouver un trésor sous-marin pour devenir riche. Et en réalité, nous, notre observation au quotidien, c'est pas ça. Très curieusement, la plupart des gens qui trouvent des épaves, ils viennent nous voir. D'abord, on voit que leur principal souci, c'est d'essayer de nous convaincre de l'importance. Et il est rarissime qu'ils nous disent « est-ce que je vais avoir droit à quelque chose ?» Ils sont extrêmement soucieux de nous voir décider d'y venir avec eux, donc de faire l'expertise avec eux. Et beaucoup d'entre eux nous disent « mais voilà, quand vous ferez l'expertise, est-ce que je pourrais venir ?» Alors bien sûr, très naturellement, ils sont toujours conviés à venir, et parfois même certains d'entre eux disent « j'aimerais bien amener mon fils ou ma fille ». Voilà, ça c'est je dirais le schéma classique, et il est rarissime qu'ils nous disent « est-ce que je vais avoir droit à quelque chose ?» La législation, c'est interdiction de prendre ça, vous devez déclarer, et tout ce que peut faire l'État, c'est vous indemniser des frais que vous avez eus pour cette découverte que vous avez faite, mais c'est tout. Et au-delà des frais d'essence que pourrait dépenser un inventeur pour se rendre sur le site de sa découverte, quelle part dorénavant lui sera allouée après les lois de 1989 ? Ce qui a changé en 1989, c'est qu'on a décidé que c'était ridicule ce système, et donc le législateur a décidé de fixer un seuil de récompense. Donc qui allait jusqu'à l'équivalent aujourd'hui de 30 000 € en fonction de l'intérêt scientifique de la découverte. Voilà ce qui a changé en 1989. Alors effectivement, certains inventeurs se plaignent en disant à une époque j'aurais eu un tiers des objets qui avaient une grande valeur, alors que maintenant je suis limité par le plafond des récompenses fixées par la loi. C'est-à-dire qu'un trésor comme celui de Lave aurait été fixé à combien sur la récompense actuellement ? Alors aujourd'hui, en fait, le trésor de Lava ne pourrait pas bénéficier plus que d'une récompense de l'ordre de 30 000 €. 30 000 € sont donc accordés à un inventeur qui déclare une découverte de plusieurs dizaines de millions. Quant à nos inventeurs de 1985 qui n'ont rien déclaré... Tout le monde a été condamné, voilà, experts, tout le monde a été condamné. Ensuite, on a fait appel à Bastia. Là, ils ont pas durci la peine, mais ils nous ont infligé une amende plus forte. C'est-à-dire on est passé à 100 000. Ensuite, j'ai été en cassation, la cassation a rejeté, et j'ai fini en Cour européenne. Moi, j'ai été jusqu'à la Cour européenne. Donc la Cour européenne a rejeté le pourvoi que j'avais fait. Voilà. On est resté sur la condamnation, la dernière condamnation qu'on avait en appel. Vous n'avez pas payé ? 100 000 francs, bah non, j'ai jamais payé, on m'a jamais demandé de toute façon. Résultat, je crois qu'on a saisi 80 pièces et un plat. Bien maigre aumône pour un trésor d'une telle importance, non ? On a récupéré quand même pas mal, très loin du lot, mais pourquoi les autres ont disparu, les autres pièces, c'est parce qu'ils les avaient déjà vendues, eux et d'autres. Donc on n'est pas du tout... c'est impossible, en tant qu'historien et archéologue, je ne peux évidemment pas me mettre à refaçonner l'histoire en disant « Ah mais si on avait négocié avec eux, on leur aurait dit qu'ils avaient droit à un tiers, et puis du coup on en aurait plus que 60, d'abord on en a un peu plus que ça quand même, Dieu merci, mais on en aurait plus que 60 dans les collections publiques. » Mais le problème ne peut pas se poser puisqu'ils ne sont jamais venus déclarer. Ils ne sont pas venus déclarer. Ils ont dissimulé et ils ont dispersé
Eux, ils en ont eu un lot, je crois que dans une interview, Félix Biancamari a dit qu'il en a eu autour de 600. Globalement, nous estimons qu'il y en a au moins eu 1400 qui ont été trouvés sur le site. Mais lorsque les archéologues, la justice, la gendarmerie, lorsque tout ce petit monde intervient, ces 1400 pièces, pour l'essentiel, elles ont déjà été trouvées et elles ont déjà été vendues et dispersées. Elles continuent à circuler dans le monde entier, mais... Donc, il n'était même pas l'heure de dire, on ne peut pas nous dire aujourd'hui, ah mais il aurait fallu négocier. Mais négocier sur quoi, puisque les pièces avaient déjà été vendues? Dans ce complexe puzzle, que sont alors devenues les pièces sauvées du désastre? Qui sait? Elles ne sont ni en Corse, ni même à Paris, au cabinet des médailles. Moi, je souhaite que ça puisse être présenté au public dans des conditions de sécurité optimales. Au moins que les Corses et les non-Corses et les touristes puissent voir une partie de leur trésor de l'île, une partie de leur trésor qu'on a trouvé sur les rivages. Je pense que le trésor de lave, que ce soit à Sartène ou dans un musée de Corse du Sud ou de Corse tout court, a largement le droit et le devoir d'être présenté au public. Mais il faut des vitrines sécurisées et il faut une sûreté qui soit un établissement qui soit surveillé à distance. Bon, parce qu'une alarme et des caméras ne suffisent pas. Pour moi, le trésor de Lava aurait légitimement sa place dans un musée corse. Encore faut-il, d'une part, qu'un musée en manifeste le souhait, et deuxièmement, qu'on y installe des structures de sécurité. Bon, j'avais fait une demande au département, si vous voulez, pour acquérir une vitrine sécurisée, qui coûtait moins de 10 000 €. Et puis, effectivement, il fallait relier le musée à une centrale de surveillance, comme les musées de Bastia, de Corté ou d'Allier, et sans doute d'autres musées de Corse. Bon, le département n'a pas cru bon faire l'effort de payer cette somme qui, pour moi, est modique. Et si vous voulez, le trésor, donc les pièces de lave sont parties ailleurs. Je trouve quand même curieux qu'une collectivité responsable du patrimoine ne puisse pas investir 10 ou 15 000 €, alors que toute l'Europe aimerait bien avoir cette pièce exposée chez eux. Le trésor de Lava, encore aujourd'hui, on le dit à tout un chacun, c'est probablement, pour le IIIe siècle, c'est probablement le trésor romain le plus important connu au monde. Et si les pièces de ce trésor exceptionnel sont invisibles dans nos musées, en reste-t-il encore sur le site de Lave? Pour moi, il est beaucoup plus important, ce trésor. Trouver, je dirais, 800 pièces dans l'eau, quand on connaît l'endroit où, je veux dire, c'est accidenté, c'est souvent la mer est très 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 agitée. Je veux dire, pour trouver 800 pièces là-bas dedans, il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup plus. Je pense que si demain je suis prêt à discuter, à voir parce que je sais très bien que, ouais, je le dis clairement, je sais qu'il y en a encore. Je sais que le truc n'est pas fini. Seulement, le problème, c'est qu'il faut savoir où ils sont. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux être un des seuls, le dernier, à dire où elles sont. Alors je ne dis pas, ça serait stupide d'ailleurs de le prétendre, je ne dis pas qu'il ne reste pas des pièges, je n'en sais rien. C'est fort possible que dans ce site chaotique qui a été balayé parfois par les tempêtes et à moult reprises depuis le IIIe siècle après Jésus-Christ, évidemment, des pièces ont pu être dispersées, il peut y en avoir partout, glissées sous la roche, enfoncées dans le sédiment, parce qu'on sait que l'or a tendance à sonder, à s'enfoncer. Mais il faudrait dépenser des sommes considérables, en plus toucher à tout l'environnement, c'est-à-dire il faudrait refaçonner tout le profil de l'anse en enlevant le moindre caillou, le moindre galet, la moindre pierre. Voilà, mais ce n'est pas l'objet de l'étude. Pourtant, sur ce beau site, des recherches bien plus importantes que celles de nos inventeurs ont été effectuées. On est intervenu dans la roche parce que nous avons localisé l'endroit où se trouvait initialement le trésor. Donc c'est très net, on voit parfaitement, il y a une niche qui existe sur laquelle il y avait des roches et on a été obligé d'exploser les roches d'ailleurs avec des explosifs chimiques. Donc je rassure tout un chacun, on n'a pas perturbé le sommeil des poissons et de très loin, parce que nous-mêmes on était à proximité immédiate, on a fracturé les roches et on a découvert, on a mis à jour la niche où très vraisemblablement se trouvait le trésor et où certains témoins, dont il y a... ont consenti de nous expliquer comment eux-mêmes y avaient trouvé des objets.
On a même travaillé, nous, dans le sédiment, parce qu'un peu plus loin, il y a du sable. On a fait des recherches systématiques et méthodiques. On n'a pas trouvé de pièces. Par quels moyens doit-on alors découvrir un trésor? Recherche immodérée, découverte fortuite? L'important, c'est peut-être juste de le trouver. Il y a un très grand nombre de personnes, justement, qui découvrent des trésors, qui sont des trésors archéologiques très importants, qui font un travail de recherche et derrière de découverte, précisément parce qu'ils ont envie de mettre à jour ce trésor, pas simplement pour eux, mais aussi pour la communauté scientifique. Eh bien, tout cela aujourd'hui, en France, n'est absolument pas possible, car à partir du moment où on cherche un trésor, à partir du moment où on veut s'accaparer une part du trésor, eh bien, on est poursuivi par l'État et mis en cause. Et là, il y a évidemment une difficulté importante de notre législation qui pourrait évoluer, mais en l'état actuel, il n'y a aucun projet à cet égard et on est face à l'inertie habituelle du législateur et une absence de toute volonté de faire évoluer le droit en France sur ce point. Et pourquoi vous n'allez pas le dire à votre député en disant, vous vous rendez compte, je suis convaincu, en ce moment-là on fera des enquêtes et on verra si votre proposition est pertinente. La pertinence de cette histoire se finit au cœur de la baie d'Ajaccio. Aujourd'hui, Marc Ottoni est décédé. Ange Biancamaria, dorénavant dernier inventeur du trésor de Corse, est revenu sur cette plage pour se souvenir des premiers instants, les instants d'avant la découverte. Il y tenait une petite pizzeria attenante à une boîte de nuit à la mode à l'époque, le Galatée. Une margarita, deux rennes, une hawaïenne, s'il vous plaît. Magnum TP, s'il vous plaît. Margarita, une reine, deux alois. On ouvrait tôt en fait, on ouvrait vers 7h et il nous arrivait de fermer vers midi. Hein. On passait la nuit, les gens ils sortaient, ils prenaient des pisses et champagne. Pisses au champagne. Ah ouais, c'est le top, hein. C'était champagne pour tout d'ailleurs. Hein. La boîte avait été construite en juin, elle a été finie en juillet. Et nous, on avait ouvert en mai, de mai à septembre. Hein. Ouais, on est resté de mai à septembre. Et après, 2 mois après, je trouve un trésor. On est quand même devant un trésor absolument extraordinaire par son importance pour l'époque, que ça nous rattache nécessairement à des gens qui étaient dans l'entourage direct de l'empereur probablement, et que je trouve que ça c'est un mystère sur le plan de l'histoire et de l'archéologie qui me fascine bien plus que d'avoir un auréus de plus en fouillant ou en désagrégeant toute une baie que je trouve par ailleurs très belle. Mon regret aujourd'hui, je pense que j'aurais mieux fait de continuer à vendre des pistes que d'aller chercher un trésor. Quoiqu'on ne sait jamais, avec les têtes pensantes que nous avons dans ce pays, ils nous auraient peut-être pondu une loi sur la prohibition des pizzas.